government talking about these RFID chips going and everything that can track you wherever you go. It's going to be on your license, your driver's license by May 2008. They're telling the states you have to put these chips in the driver's licenses. It's supposed to be in credit cards. It's supposed to be in everything in the future. And they're going to chip people with it. They're going to put it into your bodies. Right, and it not only in our bodies, in our wallets. You walk but you walk through a turnstile and you have a barcode on something. The transaction's done. Of course, but I'm saying to you that it goes in stages. First, so you can have it on your driver's license, you can have it on your card, but eventually it's going to end up in your hand. Yes. Right, it's going to end up in your hand. So you can have a homing device built into you. Right. They can track you wherever they want to track you, wherever you want. If you have a cell phone or if you have a GPS system in your car, they can do that anyway. They but can. It's just making it a lot easier. Well, I mean, you chip now, you're going to be chipped like a dog. Right. You know, if I don't want to be chipped, I'm not going to be chipped. Right. But the fact is that, you know, you're not going to be able to start your computer or you're not going to be able to have a bank account. And if you're chipped, then all money now becomes digitized. They can take the chips out of you whenever they want to. I mean, they can take your money from you whenever they want to. You have no say. And this you owe us this much money. You owe us this much money. And they just take it out of your digits. Right. You know, so so you have no privacy left. Right. You know, I mean, if I don't want to have a cell phone, I can throw it away. If I don't want GPS in my car, I can get rid of it. Right. But once they want to implant you in it, and there's no more money, there's no more cash, and you're in a cashless society, you have to have that chip. And if you want to buy food, right? So, and if you protest like I do, if you fight what they're doing, they can just turn off my chip. I can't even buy food. I can't pay my bills. Right? It's total control. It's slavery. It's slavery. When I was running for governor in Nevada, he came to me, introduced himself to me through an attorney, and we became friends. We started talking about things, and I learned an awful lot from Mr. Rockefeller. So the ultimate goal that these people have in mind is the goal to create a one-world government run by the banking industry, run by the bankers, right? And the whole agenda is to create a one-world government where everybody has an RFID chip implanted in them. All money is to be in those chips. Right? There'll be no more cash. And this is giving me straight from Rockefeller himself. This is what they want to accomplish. And all money will be in your chips. And so instead of having cash, anytime you have money in your chip, they can take out whatever they want to take out whenever they want to. If they say you owe us this much money in taxes, they just deduct it out of your chip digitally. Total control. Total control. And if you're like me or you, and you're protesting what they're doing, they can just turn off your chip, and you have nothing. You can't buy food. You can't do anything. It's total control of the people. And that chip's connected to a database that has your purchasing records, what you do, what everything. You sell. Everything is in there, you know? And so they want a one-world government controlled by them, everybody being chipped, all your money in those chips, and they control the chips, and they control people. And you become a slave. You become a serf to these people. Well, it's more like, you know, how do I put it? It was like, what do you care about them? What do you care about those people? What difference does it make to you? Take care of your own life. Do the best you can for you and your family. What do the rest of the people mean to you? They don't mean anything to you. They're just serfs. They're just people. You know, it was just a lack of caring, you know, and that's just not who I was. It was just sort of like cold, you know. It was just like cold, you know. And I used to say to him, what's the point of all this? You have all the money in the world you need. You have all the power you need. What's the point? You know, what's the end goal? And he said the end goal is to get everybody chipped, to control the whole society, to have the bankers, the elite people, you know, the bankers and some governor controlling the world. Un badge pour rentrer chez soi ou au travail, une carte vitale ou une carte de crédit. Tous ces objets sont en sursis. Le futur le voici, une micropuce plus fine qu'une allumette implantée sous la peau, et tous les pouvoirs seront bientôt entre vos mains. Vous pouvez débloquer votre téléphone, ouvrir votre porte, votre voiture, déclencher votre radio, enfin faire ce que vous voulez. Là, je passe ma main
Et voilà, la serrure de la porte est ouverte. Les experts voient cette technologie comme l'avenir à court terme. Stocker des informations, des mots de passe, mais aussi du savoir en plus. Ces petites puces pourraient à terme révolutionner notre façon d'apprendre. Dans le futur, si vous avez besoin d'apprendre le chinois en très peu de temps, une puce implantée réglera votre problème. Mais le but premier de ces puces est avant tout économique, inciter les consommateurs à acheter plus facilement. Certaines boîtes de nuit utilisent déjà le dispositif. Les clients y payent leur consommation d'un revers de main. Notre enquête maintenant a une question. Serons-nous un jour tous équipés de puces électroniques installées sous la peau? De nombreuses sociétés aujourd'hui, notamment aux États-Unis, développent déjà ces implants qui visent à faciliter notre vie quotidienne. Mais pour quelle utilisation réellement et quels en sont les risques? On voit tout cela avec Yoann Rolla, Marine Zambrono et Antoine Placier. Regardez. Franchir les portes d'une entreprise d'un simple geste de la main, sans badge d'accès. Déverrouiller son ordinateur, une photocopieuse, ou même dans cette entreprise américaine payer au distributeur sans carte de crédit. Je scanne, je choisis le paiement par carte, je mets la main, comme un téléphone, et c'est payé. Derrière ce geste, une technologie semblable à celle du paiement sans contact. Et une puce électronique, comme celle-ci, logée sous la peau entre le pouce et l'index. Dans le monde entier, plusieurs entreprises proposent déjà à leurs employés ces drôles d'implants, pas plus gros que des grains de riz. Dans cette PME belge, ils permettent aux salariés volontaires d'échanger des informations en une fraction de seconde. Je vous donne ma carte de visite. Alors serons-nous un jour tous équipés de puces comme celle-ci? Et quels sont les risques? En France, ce tatoueur a déjà implanté plus d'une centaine de ces micro-puces à l'aide de cette petite seringue stérile. Et donc quand on est ici, on va implanter à l'intérieur vraiment de la peau, sous la peau. Une fois qu'on sera là, on va décharger la puce justement pour qu'elle arrive à l'endroit qu'on a choisi. Dans la vie quotidienne, ça gênera pas, même sur des mouvements de pouce, même en fermant le poing, toute cette partie-là est vraiment très très stable et c'est assez petit de toute façon pour que ce soit pas gênant. Selon lui, aucun risque pour notre santé car ces puces n'émettent aucune onde. Mais comment fonctionne-t-elle? Cette jeune femme, implantée depuis 2 ans, a accepté de nous faire une petite démonstration. Sa puce peut mémoriser une centaine de caractères. Par exemple, bonjour France 2. Un message que son téléphone, ça a écrit sur la puce, peut ensuite reconnaître. Bonjour France 2. Ah, ça a marché. La satisfaction n'est pas toujours au rendez-vous, car même à quelques millimètres, mais pour l'instant, il ne lit rien du tout. La technologie n'est pas infaillible. La puce n'est pas toujours détectée. Les gens ont cette image des films de science-fiction où, en général, les implants servent à contrôler les gens, que ça soit contrôler leurs pensées, leurs actions, réussir à les localiser, etc. On n'est pas du tout là-dedans, on en est très loin et heureusement. Difficile d'imaginer de telles puces remplacer du jour au lendemain nos documents d'identité, nos cartes de transport. Et pour ce spécialiste, ces implants présentent aussi d'importantes failles de sécurité. Le risque, il y en a, on peut dire il y en a 2, c'est que la personne puisse être éventuellement tracée, puisqu'il y a un identifiant. Et le deuxième risque, c'est qu'est-ce que l'on va faire de cet identifiant. Donc si par exemple c'est pour ouvrir une porte, un attaquant pourrait copier cet identifiant en scannant la puce de la personne et ensuite rejouer cet identifiant devant la porte. Pour l'heure, ces implants intéressent surtout les fans d'informatique et de nouvelles technologies. Quelques milliers d'utilisateurs à peine à travers le monde. Quand le robot n'est pas le contremaître, il remplace le salarié. Aux caisses des supermarchés, il devient de plus en plus courant de se passer d'une caissière. Cela peut permettre d'aller plus vite, mais cela ne risque-t-il pas de signer la fin d'une profession? L'enquête de Valérie Hortel, Arnaud Miguet et Justine Jankowski. Scanner, payer, pour un consommateur sur 3, c'est désormais une habitude. La caissière est une machine. Seriez-vous prêt à aller plus loin?
de nouvelles technologies sont en train d'apparaître. Clients, employeurs, à qui profite le changement? Le métier de caissière est-il condamné à disparaître? Il y a même maintenant des magasins où on peut faire ses courses sans plus passer du tout par la caisse. Il suffit de télécharger une appli. On va essayer. Premier à tester la formule en France, ce supermarché parisien. Vous allez télécharger l'application, vous allez choisir un produit. Carte bleue enregistrée, smartphone en main, c'est parti. Vous prenez la salade et vous allez juste scanner le barcode en dessous, voilà, avec l'application. Chaque article scanné s'ajoute à notre panier. 6 produits ce jour-là. Et pour nous, pas d'attente à la caisse. Il y a aujourd'hui 2 irritants pour le client. Le passage en caisse, les ruptures de stock. On a voulu fluidifier ce passage en caisse pour les clients. Vous scannez vos articles, vous payez et vous sortez. 15 € à payer. En un clic, c'est réglé. Et alors dans ce cas-là, à la sortie du magasin, juste un contrôle aléatoire pour un client sur 10. Et puis on regarde les articles que vous avez à l'intérieur. Caisse numéro 3, s'il vous plaît. Un client qui n'attend plus. De moins en moins de personnel. Et si ce modèle se généralisait? Dans cette entreprise, on imagine les caisses de demain. Par exemple, cette caisse tunnel. C'est un appareil qui a 16 caméras. Ici, plus de manipulation par la caissière. Le client dépose ses articles sur le tapis roulant. Le code-barre est lu sous l'arceau. Ça peut lire jusqu'à 60-70 objets par minute. C'est plus que ce que pouvait faire une caissière. Une caissière expérimentée, formée, va peut-être faire 23-25. Et il y a plus efficace encore. La puce RFID. Elle fonctionne par radiofréquence. Vous avez ici, on le voit, une puce. Une puce. Une antenne, une puce. Vous avez acheté un certain nombre d'articles. Exemple, avec ces 3 articles. Le client les pose ensemble sur le tapis. Ils sont détectés simultanément en à peine une seconde. On n'est pas obligé de passer objet par objet. On n'est pas obligé de passer objet par objet. Puce, scanette, caisse automatique et bientôt nos smartphones. Ces nouvelles technologies vont-elles tuer le travail? Sur 200 000 hôtesses de caisse recensées il y a 10 ans, 20 000, soit 10%, auraient perdu leur emploi. Pour les autres, le métier a évolué vers de nouvelles tâches. Ce spécialiste de la grande distribution est formel. Quand nous, clients, faisons bénévolement le travail de la caissière, nous participons à sa disparition. La caisse automatique, on ne va pas se la raconter. C'est évidemment l'ennemi de la caissière si on se projette sur les années qui viennent. Dès lors que vous avez une avancée technique qui ne coûte pas très cher aux commerçants et qui apporte un vrai bénéfice aux clients, l'histoire a montré que chaque fois, ça se développe de manière foudroyante. Et pour les grandes surfaces, l'enjeu est de taille. La caisse, c'est un quart des dépenses en personnel. Alors comment économiser plus encore? Ce géant français de la grande distribution a lancé en Chine le premier magasin 100% automatique. Pour y entrer, Xiaohui a dû s'enregistrer sur une application. Il faut scanner pour ouvrir la porte, donc je scanne. À l'intérieur, ni personnel, ni caissière. Chaque article est équipé d'une puce RFID. Le client se débrouille tout seul. Je le pose ici sur le scanner et là, le prix s'affiche. Ici, le montant est débité directement sur le compte du client. Mais le système a parfois des ratés. Il n'y a personne. J'ai scanné, mais il ne se passe rien. Écran blanc. Bingo Box, bonjour. Comment puis-je vous aider? Je ne peux pas payer. Comment je fais? Ça serait quand même mieux qu'il y ait un employé quand on a besoin d'aide. La boutique est ouverte 24 heures sur 24. En Chine, la formule plaît. Peut-être arrivera-t-elle bientôt chez nous.
Vous savez qu'on travaille beaucoup aujourd'hui sur des organes d'animaux qu'on humaniserait, entre guillemets, et le porc est le premier candidat. Je me suis renseigné auprès du département de l'agriculture et voici ce qu'ils ont fait. Le professeur Vernon Purcell, financé par les dollars des contribuables américains, peu de contribuables le savent, a pris le gène de l'hormone de croissance humaine et l'a transféré dans les cellules de ce porc. Et si ces images n'étaient plus de la science-fiction? Si nous pouvions faire revivre pour de vrai ces mammouths 3000 ans après leur disparition? C'est ce qu'affirme pouvoir faire une équipe de chercheurs japonais qui se donnent 5 ans pour réussir grâce aux mammouths retrouvés congelés dans les glaces sibériennes, le permafrost. De la moelle d'un fémur a été récemment extraite. Les chercheurs espèrent y trouver des cellules en bon état et les réinjecter dans l'ovule d'une éléphante. 22 mois plus tard, naîtrait un bébé mammouth. Puisque les oiseaux... Ils sont le fruit d'une sélection génétique à croissance rapide. Tout est fait pour que les muscles se développent le plus vite possible. Mais le reste ne suit pas. On le sait, les os, les poumons, le cœur ne connaîtront pas une évolution normale. Après tout, peu importe, c'est la viande qui compte. C'est une première planétaire qui inquiète. Ces saumons transgéniques, modifiés en laboratoire, se retrouvent maintenant en vente libre dans les rayons des supermarchés canadiens. Un saumon sur lequel on a prélevé un échantillon d'ADN pour le modifier en ajoutant un gène qui produit des hormones de croissance. Cet ADN est ensuite réinjecté, le saumon devient transgénique. Comme celui-ci, en haut de l'image, bien plus gros que ses congénères et qui grandit plus vite. C'est vrai que ça peut faire peur, mais il y a aussi des choses positives. Regardez ces animaux, ce moustique, ce cochon et ce mouton phosphorescent. Toutes ces bêtes, ce sont des AGM, des animaux génétiquement modifiés. Retenez bien ce sigle, vous allez bientôt devoir vous y habituer. American scientists have successfully grown and attached a human ear onto the back of a mouse. The ethics are controversial, though many believe this is horrifically cruel to the animal. Others see an amazing breakthrough that could save lives. How was such a feat accomplished? Des vaches qui produisent un lait humain. Bah ça y est, c'est fait. Des scientifiques chinois seraient parvenus à modifier l'ADN d'un troupeau de vaches afin que leur lait ressemble à celui des humains. Franken scientists announced mutant GMO cows to produce engineered milk for human babies. I'm sorry I laugh, but it's just so ridiculous. New Zealand scientists have unveiled a genetically modified mutant cow, which they say produces a reduced allergen milk for consumption by human babies. Voici Rosita, la première vache clonée transgénique. Né en avril dernier en Argentine, ce bovin a été génétiquement modifié pour produire du lait maternel. Rosita possède 2 gènes présents dans le lait humain. C'est vrai qu'il y a une contrainte à la maternité qui est très forte en fait. Vous allez même plus loin, j'ai vu que vous appeliez de vos vœux la mise au point d'une technique qui s'appelle l'ectogénèse. Ouais. Qu'est-ce que c'est que l'ectogénèse? C'est la gestation des enfants en dehors du corps d'une femme, par des machines
C'est-à-dire on fait une fivette, on met les 2 petites cellules et le bébé grandit dans une machine. Ouais. Et au bout de 9 mois, il sort. Ouais. C'est de la science-fiction ou c'est envisageable? C'est envisageable. Oui, on a du mal à en croire ses yeux lorsqu'on voit les images transmises par l'équipe de chercheurs. On y voit un grand sac plastique transparent avec à l'intérieur un agneau couché sur le flanc et baignant dans du liquide. Eh bien, il s'agit d'un utérus artificiel. Il reproduit le ventre d'une brebis et l'agneau y a été introduit après 3 mois et demi de gestation. C'est comme si on avait fait la même chose avec un fœtus humain au bout de 5 mois. Une grossesse dans un utérus artificiel commencerait par une FIV classique qui reproduit à l'extérieur du corps humain, en laboratoire, les premières heures de l'embryon. Une fois l'anidation effectuée dans ce qui reproduirait le col utérin, au lieu de l'implanter dans une cavité utérine humaine, il le serait dans un récipient de croissance contenant un milieu de culture fournissant à l'embryon les éléments chimiques indispensables à sa croissance. There haven't been any attempts to transplant human brains, but we already know that it is possible to create an autonomous system of brain nutrition, preserve nerve connections so that the brain doesn't degrade or die, and hence it is possible to transplant a human head onto an artificial body. The US scientist Robert White has shown in his experiments with chimps that a monkey's brain can be taken out of the skull and plugged into a system that will keep it alive for a long time. En Russie, voilà l'homme qui veut se faire greffer la tête sur un autre corps. Opération radicale qui évidemment n'a jamais eu lieu. Il est atteint d'une maladie dégénérescente qui le cloue à ce fauteuil et lui laisse peu de temps à vivre. Je suis clairvoyant sur les chances de réussite de cette opération, dit-il. Si ça marche, je vivrai. Sinon, ça fera toujours avancer les médecins pour qu'un jour ça fonctionne. Dans 20 ans, notre cerveau sera directement relié à un cerveau synthétique virtuel et notre pensée deviendra un mélange de pensées biologiques et non biologiques. Un corps robotisé, une conscience reprogrammée pour devenir immortelle. Les incroyables prophéties de cet homme alimentent désormais de folles rumeurs. Vous allez voir, il va y avoir du changement. Nous avons toujours voulu être immortels, avoir toutes sortes de super-pouvoirs. Mais aujourd'hui, cela devient vraiment plausible. Pour la première fois de notre histoire, nous avons la possibilité de modifier radicalement ce que seront nos enfants et nos petits-enfants. Nous sommes entrés dans une période de marchandisation du vivant et une nouvelle étape est en train d'être franchie. Dans l'histoire, c'est un événement sans précédent. Aujourd'hui, la quasi-totalité d'une population triée sur le critère de son génome imparfait a disparu. Dans les pays démocratiques, comme les USA, comme la Suède jusque dans les années 70, on a pratiqué l'eugénisme négatif en stérilisant de façon tout à fait légale des personnes handicapées, par exemple, handicapées intellectuelles, ou supposées telles, parce qu'elles avaient de mauvais résultats des tests de QI. Et on a donc, sous couverture légale, fait en sorte que ces personnes ne puissent pas avoir accès à la reproduction, ne puissent pas avoir d'enfants. Très peu de personnes le savent, mais Madame Veil avait signé lors de son passage au ministère de la Santé un accord franco-israélien de don d'organes. La plupart des Français ne sont pas au courant de cet accord et protesteraient probablement s'ils venaient à l'apprendre. Avec cet amendement du député socialiste, le don d'organes devient automatique, ou presque. Dès 2018, le consentement sera présumé chez toute personne majeure décédée. En clair, les familles ne seront plus incontournables pour faire un prélèvement. Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans une émission télévisée suédoise sur la mode, ils ont fait la publicité d'une puce émetteur NFC implantée dans la main. Cette puce est censée faciliter le paiement ainsi que l'utilisation d'appareils tels que les smartphones, les ordinateurs, les serrures et les voitures. Quelques entreprises implantent déjà gratuitement de telles puces sous la peau à de jeunes personnes lors de shipping parties. Cette générosité apparente est en réalité le début de l'abolition de l'argent liquide.
La vraie stratégie de l'élite financière avec les puces RFID implantées a été dévoilée par le metteur en scène américain de films documentaires Aaron Russo après qu'il a parlé avec son ami de l'époque, Nicolas Rockefeller. Ces puces doivent devenir obligatoires pour tous les citoyens, ce qui rend possible la surveillance de chacun. Les opposants politiques peuvent être désactivés en leur bloquant l'accès aux transactions financières. En Suède, l'abolition de l'argent liquide était déjà prévue pour 2015. Seules les protestations de la population ont empêché cela. Maintenant, elle doit donc être introduite par la porte de derrière. Vous pourriez me dire, moi je ne me poserai jamais un implant, une puce, à l'intérieur de mon corps, parce que je ne me sentirai plus moi-même, parce que je veux rester naturel. Eh bien, laissez-moi vous convaincre. Je prends par exemple une puce électronique que vous seriez susceptible d'implanter à l'intérieur de votre corps d'ici 10 ans. Une puce qui pourrait transmettre, surveiller à distance ma biochimie pour savoir instantanément si je suis en train de consommer trop d'aliments industriels ou si j'ai un excès de sucre. Elle saurait exactement combien de sucre j'ai dans le sang. Cette puce pourrait dialoguer avec mon portable, avec mon ordinateur, avec mon environnement et m'aider à me nourrir plus sainement. Quand j'aurai un niveau de cortisol trop élevé, mon frigo me préparera un jus de fruits sur mesure qui me rééquilibrera et m'aidera à réduire mon niveau de cortisol. Ma puce parlera à mon frigo, qui parlera à mon portable, qui me forcera à sortir pour faire de l'exercice pendant 20 ou 30 minutes, afin de réduire mon cortisol de moitié. Et si j'arrive à prouver qu'en implantant une telle puce chez une souris ou un rat, ils vivent 50% de temps en plus, je pense qu'un grand nombre de gens se laisseront convaincre de l'essayer. La mort est une tragédie. Nous n'avons pas encore les connaissances nécessaires pour vivre indéfiniment. Mais en fait, on en sait déjà suffisamment pour parvenir à une étape où l'on en saura encore plus, puis pour basculer vers celle où nous pourrons sauvegarder notre moi. Ce ne sera jamais une garantie d'immortalité, mais on parviendra à un point de basculement où, grâce au progrès scientifique, nous arriverons à gagner toujours un peu plus sur le temps. On y arrivera non pas en un seul grand bond en cochant la case « je veux être amélioré par la technologie » ou pas. Ça ne se passera pas comme ça. Cela arrivera après des centaines, des milliers de petits pas. Chaque pas correspondra à une demande du marché, à une acceptation du marché. Et les gens les accepteront. Cela ne sera pas un choix radical. Est-ce que je veux être amélioré ou pas? Il y aura des millions de choix. Il y a déjà 1 million d'applications possibles pour des appareils comme celui-ci. Il y aura de même 1 million de choix pour nous à l'avenir. Et très peu de gens choisiront de ne pas y aller. De nos jours, tout le monde a un ordinateur. Moi, je possède 5 ou 6 appareils, une tablette, un smartphone, un ordinateur, un PC portable. D'ici 10 ou 20 ans, il est très probable que tout le monde possédera plusieurs robots qui rendront différents services. L'aide ménagère, les outils d'éducation ou de loisirs, le babysitting seront pris en charge par des robots. Il est possible que d'ici 10 à 20 ans, le nombre de robots dépasse même le nombre de voitures. Et si votre employeur vous proposait de vous faire implanter sous la peau une puce électronique en remplacement du badge pour accéder à l'entreprise? C'est ce qu'a suggéré à ses employés le dirigeant d'une société belge spécialisée dans le marketing digital, et certains d'entre eux ont joué le jeu avec beaucoup d'enthousiasme. D'autant que ce procédé permet aussi, en approchant la main du clavier de son ordinateur, de le déverrouiller sans avoir à taper son mot de passe. On peut aussi activer la photocopieuse ou encore payer ses consommations à la cafétéria sans avoir besoin de sortir son portefeuille. L'expérience n'est pas nouvelle, elle a aussi séduit les salariés d'une entreprise suédoise, mais aussi les clients d'une boîte de nuit à Barcelone. C'est ludique, pratique, certes, mais si anodin, car cette micropuce permet potentiellement de géolocaliser les salariés et même de surveiller leur temps de présence. Et qu'en est-il des risques sur la santé? A-t-on suffisamment de recul pour dire que ce corps étranger, qui expose son porteur à des champs électromagnétiques, est totalement inoffensif?
Madame le procureur, en quoi cette technologie vous semble-t-elle efficace mais aussi compatible avec nos règles juridiques? Je pense que cette technologie s'inscrit parfaitement dans l'air du temps, à un moment où on veut simplifier la vie des individus, la vie des salariés. Là, il se trouve en fait que l'idée est venue à un employeur alors que les salariés perdaient quotidiennement, très régulièrement leur badge. En fait, c'est ni plus ni moins l'implantation d'un badge au niveau de la peau et il faut dire que ce badge contient très peu de données. Alors au niveau des respects de la vie privée, je tiens à dire que finalement cette puce qui est implantée sous la peau contient beaucoup moins de données qu'un smartphone. Là, je sais également que la CNIL a émis des réticences sur cette technologie. Cependant, les données personnelles sont extrêmement réduites et c'est ni plus ni moins un badge, si ce n'est qu'il est caché sous la peau des salariés. Et je pense que ça va les aider et fluidifier l'arrivée des salariés dans l'entreprise au quotidien. Je tiens à dire que l'implantation de ces puces sous la peau des salariés, évidemment soumise à leur accord et à leur information, et ils doivent être parfaitement éclairés. Donc à partir du moment où ils ont donné leur accord, c'est évidemment faciliter leur quotidien. Merci Madame le procureur. Maître, pensez-vous au contraire que cette technologie menace nos libertés et même notre intégrité physique? Madame le Président, implanter une puce électronique n'est certainement pas un acte anodin, comme l'explique Madame le procureur. Alors bien sûr, il y a ce qu'on appelle les implants médicaux, par exemple les pompes à insuline, les implants auditifs, les stimulateurs cardiaques, et j'admets bien volontiers qu'ils ont permis d'améliorer de façon significative la vie au quotidien des personnes qui en bénéficient. Mais nous parlons des autres implants, nous parlons des implants de confort, des implants à visée récréative, et cela questionne très sérieusement la société dans sa globalité et l'individu également. Nous sommes en contradiction flagrante avec les droits et libertés fondamentaux. Ces puces instaurent un traçage permanent, continu. Nous sommes ici en atteinte directe au droit au respect de la vie privée, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il y a également la Charte européenne des droits fondamentaux, la dignité de la personne humaine. Est-ce qu'on va implanter une puce à un être humain comme on le fait pour un chat, un chien? Est-ce qu'on va suivre ces personnes de cette manière-là? Il y a les principes d'égalité également, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la collecte des données va pouvoir justifier des discriminations. Ceux qui vont avoir une puce vont peut-être bénéficier de certains avantages en termes d'assurance parce qu'ils vont pouvoir être suivis là où d'autres ne le feraient pas. Donc il va y avoir une discrimination à ce niveau-là, thème sur lequel il faut que nous soyons extrêmement vigilants. Et puis il y a un principe fondamental qui est celui du non-profit du corps humain, la Charte européenne des droits fondamentaux. Donc nous avons toute une série de textes pour rappeler que cette technologie n'est absolument pas en phase avec le droit, qui ne peut pas aujourd'hui apporter de garantie. Donc si nous devions aller plus loin, il faudrait instaurer un principe de précaution, il faudrait mettre en place des mesures drastiques de sécurité, parce qu'il y a peut-être peu de données, mais on peut en faire quelque chose. Et puis, il faudra prévoir un droit au silence, une possibilité de droit à la déconnexion. C'est quand même un sujet de pleine actualité. Doit-on remplacer les badges par des puces électroniques implantées sous la peau? À vous de juger et de voter. Yeah! Ok, d'accord. Je n'ai pas tout compris, il faut que tu m'expliques.